Elle s'émerveille, elle s'indigne, elle explose de rire. Isabelle ne joue pas à la radio. Elle la vit avec vous. Maintenant, on change complètement de registre. Un sujet qui a fait beaucoup réagir cette semaine dans l'actualité, c'est Jocelyne Robert, qui n'est plus sexologue. Au fait, elle a décidé de se retirer de l'Ordre des psychologues du Québec à la suite de propos qu'elle a tenus sur les trans. Maintenant, on ne fera pas le procès de Jocelyne Robert. On est pour, on est contre. On n'a pas le portrait global de ce qu'elle a dit. Je sais qu'il y a une lettre qui a été publiée en 2023 dans le Journal de Montréal. C'est un collectif de professionnels qui avait questionné le ministre Bernard Drinville, à savoir... pour eux, au fait, ils n'étaient pas d'accord à ce que les parents ne soient pas au courant d'une transformation de genre, transformation de pronoms, de prénoms. Pour eux, ça allait trop vite. Ils se questionnaient sur la vitesse au Québec aussi de donner des hormones ou des bloqueurs de puberté. Donc, eux, ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était en place présentement. Un autre collectif ensuite a réagi à ça. Bref, ça a été tendu, puis elle a décidé de se retirer de l'ordre pour pratiquer autrement. Ça a fait énormément réagir. Je me suis dit, à l'émission, il faut faire la lumière sur ce sujet-là qui polarise autant parce qu'on est capable de parler de tout dans l'actualité. Mais on dirait que quand on parle de ce sujet-là en question, il y a une polarisation qui se crée. D'un côté, il y en a qui reçoivent de la haine, de la violence, de l'autre, de la censure. La recherchiste Florence Lamoureux a tenté de rejoindre 15 spécialistes, 15 experts à l'émission pour parler du sujet aujourd'hui et ils ont tous refusé. Certains étaient en vacances, d'autres ne voulaient tout simplement pas se prononcer sur la place publique parce qu'ils faisaient, par exemple, partie d'un ordre et n'osaient pas aborder la question. Je me suis dit, d'un côté, il ne faut pas envenimer la violence, puis de l'autre, il ne faut pas non plus la censure. Il faut être capable de discuter de ce peut dire, phénomène de société-là. C'est important de répondre aux questions, de faire la lumière là-dessus. Vous pouvez être d'accord ou pas. Nous, on veut entendre toutes les voix aujourd'hui, mais surtout, on veut que ça se fasse dans le respect. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Pour commencer, Raphaël Provost est avec nous ce matin, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Merci d'être avec nous. Merci. Moi, j'ai dit oui. Bien, merci d'avoir dit oui. Pourquoi tu as dit oui? Pour moi, c'est extrêmement important, puis je souligne extrêmement qu'on trouve des solutions et des façons de se parler. Et un sujet comme ça est un parmi tant d'autres qui souligne qu'on a de la difficulté à se parler. On s'en parlait avant de commencer l'entrevue. L'Institut du Nouveau Monde du Québec a sorti récemment un super livre, L'État du Québec, et ça démontre que 62% des Québécois et des Québécoises n'osent pas aborder des sujets sensibles, dont l'identité de genre, mais plein d'autres sujets, parce qu'on ne sait pas comment. On a peur de la chicane, on a peur de la résultante et on a peur de la haine. Comme tu l'as souligné, la haine est souvent la résultante de ce genre de débat-là et les gens ne veulent pas toucher à ça et malheureusement, on n'en parle pas puis on ne trouve pas de solution collectivement. Je trouve ça dommage parce que, par exemple, l'Ordre des psychologues du Québec, Florence les a contactés hier puis eux autres, ils ont dit on va décliner la demande parce qu'en 10 minutes, on ne peut pas établir les faits. Florence dit on va en parler bien plus que 10 minutes. Le temps que vous avez besoin, on va vous le donner. Puis ils sont restés sur le fait que 10 minutes, c'était pas assez. Ils ont refusé. Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses mécomprises ou mal comprises. Je sais pas si toi, tu le vis sur le terrain quand tu rencontres les gens. Ah oui, il y a une confusion dans les écoles. Nous, notre organisme intervient dans les écoles principalement primaires, secondaires de tous les coins du Québec. Donc, on a un pouls quand même assez direct de ce qui se passe avec la jeunesse. Et on voit que beaucoup de questions, peu de réponses, peu d'espace pour se questionner et aussi très peu de temps pour le faire. Donc, ça donne ce genre de situation-là. Puis quand je vois qu'on se dit, 10 minutes, c'est pas assez. 10 minutes, c'est au moins ça. Mm-hmm. Prenons-les. Et tu l'as bien dit avant de commencer, oui, la situation avec la sexologue en question, mais c'est une excuse pour parler plus grand que ça, de qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça que je voulais, c'est pour ça que j'ai accepté. Moi, c'était pas pour parler d'elle, je ne la connais pas, j'ai pas tous les détails du dossier. Je veux pas me prononcer par rapport à ça. Mais pour moi, il y a une occasion de parler d'un sujet et des sujets sensibles en ce moment. Puis pas forcément du sujet, mais comment on en parle. Et mon organisme, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on donne des outils aux jeunes pour mieux se parler, mieux se respecter. Ce mot-là est important, respect. Mais c'est pas facile. Je le vois dans les écoles, beaucoup de points d'interrogation dans la face des gens. Mais est-ce que les jeunes jugent, sont curieux? C'est quoi la réaction quand on parle de transgenre? Il y a différentes réactions. Les jeunes sont, oui, curieux. Ça, s'il y a une chose qu'ils sont curieux, puis il y a une saine curiosité. Ils veulent poser des questions avec maladresse, mais ils les posent leurs questions. Et ça, nous, on adore quand ils osent poser des questions avec
peut-être pas le bon terme, pas le bon mot, il se trompe, mais tu sens que l'intention est de vouloir mieux comprendre. Et questionner n'est pas forcément invalidé. Et les jeunes, ça, j'ai l'impression qu'ils l'ont compris, sont pas encore assez teintés par le reste pour avoir peut-être justement cette volonté là, de nuire à la personne devant soi, mais ils veulent poser des questions. Et oui, ils ont des préjugés qui perdurent à travers le temps. Ils les apprennent quelque part, peut-être sur les médias sociaux, peut-être à la maison. Mais ce qu'on nous, on retient, parce qu'on jase avec eux 365 jours par année quasiment, ils veulent poser des questions, puis ils veulent surtout pouvoir s'exprimer et être entendus. Mais ça, c'est intéressant parce que j'avoue que même de parler de ce sujet-là, aujourd'hui, j'étais nerveuse avant de commencer l'émission parce que je veux pas me mettre les pieds dans les plats. Moi, honnêtement, je peux comprendre les personnes qui ont jamais entendu parler de ça. Ils ont 50, 60 ans. C'est un nouveau concept. Ils sont confrontés. Je les comprends. Puis en même temps, je comprends ceux et celles qui entreprennent une démarche parce qu'il y a un mal-être, parce que ci, parce que ça. Je peux comprendre les deux côtés de la médaille. Mais j'avoue que ça me rend quand même nerveuse parce que sur les réseaux sociaux, après, on s'emballe. Peu importe notre situation. Tu sais, je pense entre autres à une enquête qui a été faite par Radio-Canada l'année passée, où ils se questionnent sur la vitesse à laquelle on donne, par exemple, des bloqueurs de puberté. Les autres, ils ont fait un reportage avec les familles, avec des personnes trans, celles qui veulent détransitionner, donc faire je sais pas si je peux dire retour en arrière, mais bref, ils veulent détransitionner. Puis eux autres, par la suite, ils ont reçu énormément de plaintes, même qu'il semblerait qu'il y aurait eu du grabuge sur l'édifice de Radio-Canada. Quand j'entends ça, je me dis, oh là là, c'est dangereux à la censure, ça. C'est dangereux à la censure et la censure, elle est dangereuse dans notre société parce qu'il faut qu'on puisse parler des choses. Mais une chose que beaucoup de gens déploraient de ce documentaire, mais de d'autres reportages, c'est parfois le manque de nuances. Si on avait vu d'autres histoires aussi, parce qu'il y a tellement d'histoires positives de personnes qui font des transitions à différents niveaux, d'autres pour plein de raisons. Puis il y a un facteur qu'on oublie souvent quand on parle des personnes comme ça, ou on en fait une recherche, c'est l'humain derrière. C'est le besoin d'exister, de prendre sa place, d'être accompagné. C'est vrai que le reportage en question montrait une certaine réalité, mais il y en a d'autres. Mais c'est important de tout voir pour mieux comprendre. Ils ont fait l'exercice de dire, ça aussi, ça existe. Il ne faut pas invalider les gens qui détransitionnent, mais il ne faut pas que ça, si on ne voit que ça, on pense qu'il existe que ça. Il y a aussi des personnes qui transitionnent, que ça se passe bien. C'est complexe, c'est extrêmement complexe, mais l'humain est complexe. La société, elle est complexe dans laquelle on vit. Mais je pense qu'il faut qu'on voit plein de choses pour qu'on puisse mieux se comprendre. Mais ça prend un peu de travail de soi. Pour ça, il faut qu'on tasse son ego puis qu'on mette un petit peu d'humilité dans notre recette pour qu'on puisse mieux accueillir cette différence-là. Mais comme je le disais, on est à 62 % de Québécois, Québécoises qui n'aiment pas parler de ça, qui n'aiment pas voir ça. Et c'est ça qui nuit à la chose. Il faut parfois se confronter, puis on va mieux se comprendre. Puis à la fin, là, puis je le répète, puis le monde n'aime pas ça, mais c'est parce que c'est très gros, mais on est juste une gang d'humains qui veut trouver sa place. Je veux pas prendre ta place, je veux prendre ma place. Puis il faut être conscient que quand on prend sa place, parfois on tasse d'autres personnes. Et c'est cet impact-là qu'il faut considérer dans l'équation. Je sais que le monde n'aime pas ça, mais je le répète, puis je vais taper sur le clou. J'ajoute... Sylvain est au téléphone, 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Sylvain, vous vouliez ajouter votre voix à la discussion aujourd'hui? Oui, je pense que ça part aussi là, de... Quand il y a eu l'enquête de Régine Laurent là, à propos de la petite fille qui avait été maltraitée à Granby, là. À un moment donné, elle avait fait un genre de commission, là, puis dans son rapport, il enlevait le doigt aux parents là, sur les enfants. Là. Je trouve ça assez weird un peu là, des enfants pourraient changer de genre sans que les parents soient consentants ou au courant. Mais ils n'ont pas le droit de voter, tu sais. Ça a été soulevé dans la fameuse lettre de 2023 là, du Journal de Montréal. J'aimerais d'ailleurs, avec votre question que vous soulevez, là, donc les parents, est-ce qu'ils devraient être au courant ou pas? Là, parce que ça, il en a été question là, sur la place publique. Michel Doré, professeur émérite à l'Université Laval, spécialiste du genre et des sexualités, auteur de plusieurs livres, dont La révolution des identités de genre, enfin expliquée. Monsieur Doré, bienvenue à l'émission. Oui, bonjour, Mme Perron. Alors, on a justement Sylvain qui dit, moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'on peut autoriser les jeunes à ne pas tenir leurs parents au courant de changer de genre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça demeure des cas très exceptionnels. Vous savez, le rêve des écoles, des travailleurs sociaux, des psychologues dans les écoles, c'est que les enfants et les parents se parlent. Moi, mon premier métier, il y a très longtemps, il y a 50 ans, j'ai été travailleur social scolaire. Et je peux vous dire que jamais on veut jouer dans le dos des parents. Notre but, c'est toujours qu'il y ait un dialogue entre les enfants et les parents. Il y a quelques cas qui demeurent exceptionnels où effectivement, il pourrait y avoir des dangers.
Les parents ont des gros préjugés. Il y a des parents violents. Moi, j'ai déjà eu un cas où le parent avait tiré un coup de revolver, là. Sur ce qu'il avait raté. Oui, je blague pas, là. Qui avait révélé son identité il y a très longtemps, il y a quasiment 50 ans. Mais il y a des parents qui peuvent être très violents. Il y a des enfants qui ont peur et qui disent à l'école, j'ai peur de mes parents. Ça demeure des cas exceptionnels. Faut le dire, c'est pas la majorité. La majorité des parents au Québec sont compréhensifs, sont d'accord pour accompagner leurs enfants. Et le travail de l'école, puis tout du personnel de l'école, psychologues, travailleurs sociaux, etc., c'est de faire en sorte que ces liens-là, ces discussions, ces dialogues aient lieu. Alors, il y a quelques cas où pour protéger l'enfant momentanément, effectivement, les parents ne seront pas informés, mais le but, c'est toujours de créer le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles un dialogue et surtout pas jouer dans le dos des parents. Il y a un point aussi. Il faut rassurer les gens sur ce plan-là. Mais c'est important d'en parler parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir sur quel pied danser. Entre autres, quand on écoute différents reportages en France, au Québec, où certaines écoles de pensée disent c'est important d'agir vite quand un jeune veut subir une transformation, 13, 14, 15 ans, il faut le prendre vite parce qu'on veut réduire les idées suicidaires et le risque que la personne s'enlève la vie. Et tu as l'autre école de pensée qui dit non, il faut prendre le temps, il faut faire une évaluation psychologique, il faut s'assurer que est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que la personne est juste mal dans sa peau parce qu'elle n'aime pas son corps? Bref, il y a comme deux écoles de pensée qui se chevauchent. Oui, mais c'est pas opposé. Okay. Les deux écoles ne sont pas opposées. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on dit? Prenons le temps d'entendre ce que cette jeune personne a à nous dire. Prenons tout le temps voulu. Ça, les deux écoles de pensée disent ça. D'ailleurs, l'approche du affirmative, c'est ça, hein. C'est de dire, on condamne pas le jeune, on le juge pas, on n'a pas d'a priori de préjugés, on a dit tout est possible, on va commencer par t'écouter. Ensuite, les professionnels, médecins, sexologues, psychologues, travailleurs sociaux, moi j'ai enseigné longtemps en travail social, vont prendre le temps de réfléchir, de dire, qu'est-ce qui serait le mieux pour le bien-être de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas nuire? Ça, c'est bien important pour nuire à quelqu'un, là. Et c'est pour ça qu'il faut prendre tout le temps. Et ça, les deux écoles de pensée sont tout à fait d'accord avec ça, là. Prenons le temps. Il y a eu quelques cas rapportés qui sont des cas exceptionnels encore là, selon moi, où des professionnels ont agi avec peut-être précipitation, mais dans la grande majorité des cas, là, je peux vous dire que les médecins sont d'une extrême prudence. Même les jeunes se plaignent que c'est trop long, voyons, ça prend des heures, ça prend du temps. Oui, mais il faut que tu comprennes, les médecins ne veulent pas faire de mauvais diagnostics, de faux diagnostics, des diagnostics trompeurs. Et d'avoir un diagnostic de dysphorie de genre peut amener certaines interventions. Cela dit, les interventions physiques demeurent rarissimes. J'ai fait un sondage avec CROP l'année passée. On a demandé à beaucoup de jeunes là, de 15-16 ans qui s'identifiaient comme trans et non-binaires, avez-vous eu des interventions chirurgicales? Et c'était 1 sur 25. Oh. Alors, on voit qu'avant la majorité, c'est très rare. Ça demeure très rare. Et puis, les médecins sont d'une grande... Vous savez, là, quand une personne trans ou en questionnement entre dans un bureau de médecin, le médecin ne jette pas dans les vidanges. Ses règles éthiques, sa déontologie, c'est comme n'importe quel autre patient ou patiente. Le médecin utilise son jugement professionnel et prend le temps voulu. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, je m'en réjouis. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, j'ai aussi entendu certains médecins, ça a pris 9 minutes, la testostérone était déjà prescrite. Puis il y en a d'autres qui disent moi, j'ai eu un diagnostic de TPL pendant des années alors que j'étais pas TPL du tout. TPL, c'est trouble de personnalité limite. On a entendu ces exemples-là aussi. Oui, les médecins, comme n'importe quel métier, font des erreurs, mais encore là, il y a des ordres professionnels, on peut porter plainte s'il y a des gens qui ont lieu de croire que des médecins prennent pas le temps voulu là, pour faire des bons diagnostics. La porte des ordres professionnels est là. Mais moi, écoutez, je travaille là-dedans depuis presque 50 ans. Je peux vous dire, la vaste majorité des professionnels que je connais, il n'y a pas lieu de paniquer, là. Les gens font bien leur travail, prennent le temps voulu. Comme je vous dis, même les jeunes se plaignent que c'est bien long, mais il faut leur expliquer que c'est normal. On veut pas leur nuire. Ça, c'est important de pas être nuisible.
187 Cube Radio, 1877-827-2346 pour ajouter votre voix à la discussion. Il y a Max, lui, qui dit moi, ce que je trouve, c'est que quand tu es différent, c'est normal que le monde se questionne, te questionne. Malheureusement, oui, le jugement vient avec la différence. Je sais de quoi je parle. J'ai été gros toute ma vie et on me jugeait, mais à un moment donné, il faut comprendre que le monde est méchant et arrêter de faire l'inverse et devenir méchant avec eux qui ne comprennent pas. Vous réagissez comment à un commentaire comme ça, Raphaël? Bien, merci pour son partage. Puis c'est vrai que là, c'est une autre réalité qui nous est présentée, mais il ne faut jamais répondre à la méchanceté par la méchanceté. Puis quand on entend des histoires comme ça de gens qui sont violents, haineux ou peu importe, il faut qu'on se questionne à savoir pourquoi, puis il faut trouver les solutions avec les réponses qu'on a. Pourquoi les gens vont pas bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres de gens qui vivent la haine des autres. Il faut jamais oublier que c'est pas la vérité, ce que les autres nous vomissent sur nous. Et j'adore ce qu'il nous partage et j'apprécie son partage. J'espère qu'il va bien. Puis ça, c'est important pour moi. J'espère qu'il va bien aujourd'hui. Oh, Max, si tu peux nous texter au 187 Cube Radio. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Il y a Alex aussi qui dit « Moi, j'ai aucun problème avec les trans. Mon problème, ce sont les militants trans radicaux qui sont eux-mêmes extrêmement agressifs. Regardez la dernière manifestation dans le Vieux-Montréal. Ils ont tout saccagé. » Michel Doré, vous réagissez comment à ce commentaire-là? Ben, dans tous les mouvements sociaux, il y a toutes sortes de tendances, là. Moi, je pourrais vous dire que dans ma longue vie, j'ai 70 ans passés, des militants extrêmes comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, là. J'en vois, oui, dans la télé quand il y a des manifs comme ça. Mais sinon, non. Moi, j'ai été en contact avec beaucoup de personnes trans, même de personnes militantes qui sont très à l'écoute puis qui me respectent. Puis vous voyez, moi, je donne mon opinion librement. J'ai pas eu trop peur, moi, d'accepter l'invitation parce que je trouve ça sain qu'on en parle. Ben, il faut. Puis même si vous n'êtes pas d'accord, c'est bien correct aussi. Là, avec respect, on écoute tout. Oui. Là. 187 Cube Radio, Oui. 1877-827-2346. Béatrice Robichaud est avec nous, présidente de l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec Entrepreneur. Elle a effectué sa transition en 2015. Merci d'accepter l'invitation, Béatrice Robichaud. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous a motivé à la base? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'en 2015, vous avez décidé, vous, de faire le processus, d'entamer le processus? Ben, il y a pas de motivation. Tu dis ça un peu comme si c'était un élément genre, je vais changer de job, je retourne à l'école. C'est pas une motivation, c'est plutôt une réaction. J'aime tendance à dire, c'est pas du courage, j'appelle ça de la survie. Faire une transition, c'est un élément, on le fait parce que on n'est pas bien dans la peau, puis on réalise que c'est un élément qui prend une place majeure dans notre vie. Et donc, c'est pour ça qu'on fait une transition. C'est vraiment, c'est juste une réaction, je dirais, naturelle de vouloir dire, écoute, j'ai le droit en tant qu'être humain d'être bien dans ma peau, donc je veux faire une transition. C'est ce que j'ai fait à ce niveau-là. Pourquoi je l'ai fait à 32 ans puis pas avant? Ben, c'est parce que quand j'ai grandi dans les années 80-90, on n'en parlait pas, je ne savais pas c'était quoi. Il a fallu que j'attende mes 20 ans, mon début d'âge adulte, pour enfin entendre le mot transgenre et comprendre c'était quoi. Et bien sûr, ben le stigma de la société fait que j'avais peur de faire ma transition, là. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça s'est bien passé? Les gens autour de vous ont bien réagi? Oui, ben moi je le dis toujours là, je suis dans les personnes très chanceuses. J'ai une famille qui m'a énormément soutenu, j'ai mes amis qui m'ont soutenu, la mère de mes enfants, bien qu'on n'ait plus ensemble, puis que ça a été une des raisons qu'on n'était plus ensemble. Elle est toujours présente, puis elle s'est assurée que nos enfants voient que dans l'unité entre moi et leur mère, on continue de rester ensemble, qu'on continue d'être des parents ensemble. Puis c'est quelque chose qu'on a abordé ensemble. Puis bien sûr, ben mes enfants grandissant, sont aussi des supporters à ce niveau-là. La jeune génération est très intéressante là-dessus. Est-ce que la transition, ça a été difficile humainement, physiquement, psychologiquement? Est-ce que ce bout-là est difficile à vivre? Oui, c'est tellement difficile que quand les gens me demandent des fois d'aller en détail, par exemple, de me dire c'est arrivé dans quel mois, quelle date, il faut vraiment que je prenne le temps d'y réfléchir parce que je pense que naturellement mon cerveau a décidé de pas mal oublier les détails du moment précis. Parce que c'est pas agréable, là, c'est très stressant. On sait pas comment les gens vont réagir. Monsieur Doré l'a bien dit. Comment que nos parents vont réagir? J'ai une relation très proche avec mes parents. En fait, on est en affaires ensemble depuis longtemps. Mon actionnaire, mon copartenaire de travail, c'est mon
mon grand frère avec qui je collabore tous les jours au bureau. Donc, l'annoncer à mon frère dans le milieu d'une entreprise, c'était un stress aussi. Tu sais, c'est du stress. Ça a été très dur. En fait, grossièrement, moi, j'ai écrit une lettre, je l'ai envoyée à ma famille, à mes parents, à mes frères. Et puis, je me suis enfui une semaine en voyage à New York. J'ai fermé mon cellulaire. Puis là, pendant une semaine, j'ai dit, je vis ma meilleure vie, puis on verra ce qui se passe dans une semaine. Puis finalement, j'ai reçu des textos avec rempli plein d'amour. Oui, beaucoup de questions, mais plein d'amour. Fait que j'ai dit, OK, wow, j'ai du monde qui m'attend positivement à la maison. Puis pour ça s'est bien passé. Qu'est-ce que ça a changé par la suite dans ta vie? Ben tout le monde le dit autour de moi, je suis beaucoup plus heureux, je suis plus posé, j'ai moins de colère, je suis plus créative. Tu sais, c'est normal quand on est bien dans sa peau. C'est au même titre quelqu'un qui a un mauvais emploi, puis qui change de carrière ou de profession. Tu sais, c'est faire des gens ou qui est dans une relation toxique. On peut parler d'une relation amoureuse. On connaît tout quelqu'un qui vit ça, puis qu'on dit sors de là, puis dès que la personne sort de sa situation, on sent que ça change et ça devient vraiment positif. Pourquoi tu penses que c'est si polarisant sur la place publique? Parce qu'il y en a qui me le textent en ce moment. Là, Julie a dit, en tant que personne LGBTQ, j'évite ce genre de conversation. Les deux camps sont trop agressifs. Personne n'écoute. Discours de sourds, ça devient inquiétant. Est-ce que toi, tu le vis? Puis pourquoi c'est si polarisant? Ben, là, tu t'aimeras pas ma réponse, Isabelle, à ce niveau-là. Les journalistes en sont pour une raison principale. Je m'explique, OK? Je veux pas viser de personnes précises, mais je m'explique. C'est que il est évident qu'on ne fera pas une émission à la tout le monde en parle en invitant des gens qui disent que la Terre est ronde et des gens qui disent que la Terre est plate. On perd pas notre temps à mettre de l'avant un consensus scientifique bien établi. La Terre est ronde, tout le monde le sait. On prendra pas du temps d'antenne du journaliste scientifique, du journaliste sérieux pour venir, il faut écouter les deux opinions parce que tout le monde a le droit à son opinion. Avec l'identité de genre, je ne sais pas pourquoi, mais on a décidé que finalement, la raison d'être des humains, notre droit de liberté était argumentable, comme si dire que la Terre est plate, ça a son droit d'opinion dans nos téléjournaux, dans nos émissions d'opinion, et ainsi de suite. Ça n'a pas sa place. C'est pas vrai qu'il faut toujours inviter les gens des deux côtés de la médaille, parce que il y a des points, c'est comme on n'invitera pas autour de la table quelqu'un qui pense que le droit de tuer son prochain, on le sait que ça se fait pas. C'est pareil avec l'identité de genre. Puis, je veux revenir sur un point que tu as lancé tantôt avec M. Doré et avec Raphaël aussi, par rapport dans le fond, c'était le sujet pour lequel vous m'avez contacté. En parler aux parents. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, subitement, ce phénomène-là serait différent de plusieurs autres exemples. Je vais donner le meilleur exemple. L'avortement et la prise de la pilule contraceptive chez les jeunes adolescentes. Au Québec, là, on a décidé que l'âge légal adulte pour les traitements médicaux, c'était 14 ans. Une jeune fille qui rentre dans un bureau de travailleur social puis qui dit « je veux prendre la pilule », ses parents ne sont pas obligés d'en être avertis pour des raisons qui ont été largement démontrées qu'il y a des parents qui vont des fois mal réagir. Puis M. Doré l'a spécifié, les spécialistes, ils veulent en parler, ils veulent les impliquer, mais ils vont écouter le jeune, savoir y a-t-il un risque de le dire aux parents, puis pourquoi le jeune ne veut pas en parler, puis cheminer là-dessus. Puis les raisons, on les connaît bien. Puis c'est drôle parce que les gens ils disent « Oui, mais la transition de genre, c'est un changement permanent dans le corps humain. » Tomber enceinte, là, c'est pas mal pire en termes de changement. J'en ai 2 enfants, puis je les ai pas portés, mais c'est tout qu'un changement avoir des enfants. Pour ceux qui en ont, ils le savent. Fait que je vois pas pourquoi d'un côté, la société est d'accord qu'on respecte l'individu et non le parent de l'individu pour ses choix, ses réalités, sachant que ça peut avoir un impact majeur. Là. Une jeune fille qui tombe enceinte à 15 ans, c'est pas rien, là. C'est un changement de vie. Mais quand c'est l'identité de genre, là, subitement, faut faire ça sur la place publique, puis la personne, elle, n'a plus son droit, sa liberté, sa discrétion. Ça, c'est un phénomène qui je comprends pas. C'est sûr que c'est un phénomène qui est nouveau aussi. C'est quelque chose où on n'entendait pas parler de ça il y a 20-30 ans. Puis je pense qu'un peu comme, c'est différent, mais comme il y a un processus chirurgical, je pense qu'il y a peut-être ça qui inquiète finalement de se dire, c'est quoi les risques associés? Est-ce que l'adolescent est au courant des risques que ça peut engendrer, la prise d'hormones, une chirurgie? Il y a peut-être cette notion-là aussi. Ben là, c'est drôle parce que tout ce que vous me dites, c'est la même chose pour la prise de pilules contraceptives. Ça a un impact majeur chez les jeunes. Il y a même des cas. J'ai une amie personnellement que la prise de pilule l'a amenée à l'urgence à l'hôpital. Puis ça a été, tu touches plus jamais à ça parce que tu as des risques
à ta vie. Tu sais, ça existe. C'est des anecdotes, mais ça existe. Fait que scientifiquement parlant, il y a des risques. Puis oui, les spécialistes vont avertir les jeunes. Et comme société, on a construit que le jeune est en âge mature à partir de cet âge-là pour prendre cette décision-là. Comme il est en âge de tomber enceinte, et c'est correct. Ça fait partie de la vie. On a décidé comme société de le faire. C'est pour ça que moi, je suis fier d'être québécoise parce que je crois à ces valeurs-là, puis on les défend bien, puis c'est là depuis longtemps. Puis, c'est la même chose. Quand vous me dites opération chirurgicale, etc., légalement, il n'y a pas d'opération légale qui peut être faite sur un jeune pas avant 16 ans. Et à partir de 16 ans, il y a une seule et unique opération qui se fait en ce moment pour l'identité de genre et qui est extrêmement minoritaire et qui va nécessiter un processus avec plusieurs spécialistes pour être sûr qu'il n'y a pas, exemple, l'abus d'un médecin qui pourrait trop rapidement faire ça. Tant qu'aux prises d'hormones et aux bloqueurs de puberté, la science l'a bien démontré, les bloqueurs de puberté, c'est réversible. Donc, on va généralement l'en donner quelques années, genre voire 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment de l'âge du jeune, avant de transférer aux hormones qui, oui, eux, ont un impact plus permanent, mais généralement, on a eu le temps de faire le chemin et le jeune pourra, généralement, c'est plus autour de 16 ans qu'on entend. Il y a toujours des cas, des ajustements, mais sachez que des hormones et des bloqueurs, ça se donne des fois, dans certains cas, à 10, 11 ans, pas pour des questions d'identité de genre, pour des questions d'hormones précoces ou des manques d'hormones. C'est pas nouveau, c'est juste que les médias l'ont sorti nouveau. Bien, sur c'est ça un la 87 Cube différence. Radio, Raphaël peut réagir, Michel Doré ou vous aussi, Béatrice. Il y a David au 187 Cube Radio qui dit l'impact des bloqueurs d'hormones versus la pilule contraceptive est loin du compte. La pilule n'est pas irréparable. Le changement de genre complet amène des changements quasi irréversibles. Ça, c'est l'opinion de David. Raphaël Provost, vous en pensez quoi? Bien, je vais reprendre un peu tout ce qui se dit. C'est tellement intéressant ce que M. Doré et Béatrice ont partagé dans les dernières minutes. Puis je pense qu'il faut qu'on réécoute ce qu'ils nous ont partagé pour vraiment aller chercher l'essence. Mais une chose que je retiens, rien de tout, les réalités trans ne sont pas nouvelles. C'est comment on en parle. C'est comment on les accompagne. Puis je pense que M. Doré l'a bien dit, tout le monde, collectivement et la majorité, veut que ça se fasse bien. L'accompagnement fait toute la différence. On a la preuve avec Béatrice, quand on a un réseau, une famille, qui ne veut pas dire qu'ils comprennent tout, mais qui nous accompagnent. C'est ça la meilleure des solutions. C'est ça qu'on veut collectivement. Puis je pense que dans des contextes comme ça, là, il y a un flou, on ne comprend pas tout, mais les réalités ne sont pas nouvelles. C'est comment on en parle. Et encore, on en parle très peu. On n'a pas toujours les outils pour le faire, très peu d'espace. C'est vrai qu'il n'existe pas encore, tout le monde en parle pour le faire, mais je pense que d'avoir 1 heure comme aujourd'hui pour le faire, déjà, ça peut être un petit peu plus éclairant, mais il faut jamais oublier les personnes qu'on accompagne. Et notre rôle, c'est d'accompagner et d'aller chercher des réponses. Il y en a, il faut juste aller chercher les bonnes réponses. Puis je pense que c'est ça que j'ai envie de partager par rapport à ce qui s'est dit. C'est ça qui fait la différence. Puis il ne faut pas oublier la personne à travers l'équation. Et c'est pas les réalités qui sont nouvelles, c'est comment on le fait. Puis je pense qu'on a encore beaucoup de travail à bien faire les choses. Puis les gens, c'est juste ça qu'ils veulent. Bien, au fait d'être capable d'échanger, des fois on est maladroit, des fois on a des idées préconçues, mais d'être capable, dans les deux cas, qu'on soit pour ou contre, mais au moins d'en discuter puis de comprendre l'autre. Je pense c'est ça que l'ouverture, c'est se brasser, d'accueillir quelque chose, un concept peut-être qui est nouveau, une nouvelle, un mot qui est nouveau pour nous, mais de l'accueillir, d'aller questionner pourquoi. Comme je le dis, questionner, ce n'est pas forcément d'invalider, mais c'est quoi l'intention derrière? Et c'est ça qui est important. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, puis ça, je l'entends énormément. Il y a des gens qui vont me dire sur le terrain, oui, mais à force d'en parler, ça peut créer l'effet d'entraînement. Il y a des gens peut-être qui vont le faire. Il y a du monde qui ont peur pour leurs enfants. Je serais hétérosexuel si c'était ça la machine. Mon monde est hétérosexuel. Je suis gay. Si c'était ça, si c'était comme ça que ça fonctionne, je serais hétérosexuel par principe. Je suis pas hétérosexuel, je suis homosexuel. Michel Doré, professeur émérite à l'Université Laval, vous en pensez quoi de ça? Parce qu'il y a des gens, je l'ai entendu chez certains groupes de dire, ben là, c'est parce qu'à force d'en parler, ça fait la promotion, entre guillemets. Pourquoi on inculque ça dans la tête de nos jeunes? Moi, je répète, c'est pas nécessairement ce que je pense, mais je répète vraiment ce que je pense sur le terrain. Mais on en parle plus parce que on reconnaît que ça existe, ça a toujours existé. Écoutez, il y a un empereur romain qui était, on dirait trans maintenant, le mot n'existait pas, et la Gabale qui demandait qu'on s'adresse à lui comme une femme et tout ça. Donc, c'est dans l'Antiquité, il y a 2000 ans. C'est pas nouveau. On en parle plus, oui, parce que les jeunes, il y a Internet, puis il y a des nouvelles technologies. Les jeunes voient que ça existe. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant?
Je suis loin d'être certain de ça. Moi, je pense pas des gens qui disent, il y a une épidémie, il y a une mode. Je suis pas du tout certain de ça. Comme je vous dis, moi, je travaille là-dedans depuis 50 ans et puis ça a toujours existé. J'ai pas l'impression qu'il y en a plus. J'ai l'impression que les jeunes sont plus à l'aise de se révéler. Ça, oui. Mais entre le sentir puis le révéler, c'est deux choses différentes, là. Il y a tout, c'est comme l'homosexualité. Pendant très longtemps, là, ça n'existait pas parce que les gens se faisaient emprisonner avec des électrochocs. J'ai connu des gens qui ont des lobotomies pour homosexualité. Alors, évidemment, les gens avaient peur d'en parler. Pour les réalités trans, c'est un peu pareil. C'est pour ça qu'il faut avoir une approche qui est pas jugeante, qui est pas condamnante, qui dit aux jeunes, on va t'accueillir, puis on va voir les meilleures solutions avec toi. On va pas décider pour toi, à ta place, avec toi, avec tes parents, avec tes proches, tout ça. C'est pour ça que c'est complexe. Ça implique beaucoup de gens, idéalement, et il faut prendre le temps. Mais c'est pas, moi, je crois pas que, écoutez, il faut être tellement déterminé. Béatrice se disait tantôt, ça demande tellement de détermination. Vous pouvez pas vous lever le matin et dire, c'est comme si je change de vêtements, je change de sexe ou je change de genre. Et comme le processus est très long, c'est pour ça que l'accompagnement professionnel est très important, effectivement, pour mesurer est-ce qu'on a bien évalué, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions. Moi, J'aimerais rajouter. Oui, allez-y. Ah, j'allais rajouter, Isabelle, là-dessus, j'aime beaucoup, je voulais faire du pas avec... puis je pense que qu'est-ce qui fait que les gens croient qu'il y en a plus, c'est qu'il y a aussi le phénomène qu'on appelle aussi la pluralité des genres. On entend parler de la non-binarité, on entend les gens qui sont, le terme anglais gender fluide, donc qui naviguent entre les deux. Mais il faut faire un peu une différence aussi entre faire une transition comme moi j'ai fait, aussi que j'ai décidé d'aller chercher des hormones. Certaines personnes vont prendre même des opérations qui dites physiques. Mais il y a aussi... Puis c'est correct aussi, à la fin de la journée, le genre, c'est un construit social. Et le construit social aujourd'hui, l'image de la femme parfaite et de l'homme parfait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de les détruire parce qu'on n'est pas vraiment content de ce qu'on a. On a des fois une image que l'homme, ça doit être un monsieur viril, un peu, je suis le fournisseur de tout, je suis très fort, etc. Et de l'autre côté, on a la femme qui doit être parfaite. On voit les magazines, l'espèce de carte de mode, et ainsi de suite. Puis c'est vrai qu'il y a des jeunes qui disent, ni l'un ni l'autre, je m'associe à ça. Donc, moi, je préfère ne pas m'associer à ça. Et à la fin de la journée, il n'y a rien de mal. Puis à l'époque, on n'avait juste pas les bons termes. Et je me rappelle, au de l'école secondaire, on avait des styles de vestimentaire, mais c'était aussi des styles de vie, c'était des styles de comportement, de comment on s'associait. Et il n'y a rien de mal à ça, mais c'est pas forcément des personnes qui vont faire des transitions médicales, qui vont mettre à prendre des médicaments, etc. Mais souvent, on le met un petit peu sous le même parapluie qui pourrait laisser croire que subitement, il y a des personnes trans partout, ce qui n'est pas le cas. Puis souvent, en tout cas, il y en a beaucoup à l'adolescence. Puis on va revenir au retour de la pause, mais à l'adolescence, il y en a beaucoup qui se cherchent aussi. Puis je pense que c'est ça où c'est difficile de faire la distinction entre à quel moment la différence entre il y a juste quelqu'un qui est pas bien, qui se cherche, c'est un adolescent qui est pas bien, qui se reconnaît pas dans l'image marketing d'un homme et d'une femme, puis à quel moment on parle de transgenre. La différence entre tout ça, c'est un concept, on en parle depuis tout à l'heure, mais qui demeure quand même flou dans l'esprit de certains. 187 Cube Radio, 1877 827 2346 pour nous joindre en studio.